Voici le saint des saints en matière de voies de navigation, le canal de Panama. Depuis un siècle, c'est le premier raccourci maritime au monde. Aujourd'hui, ce chef-d'œuvre d'ingénierie du 19e siècle s'efforce de répondre aux exigences du trafic moderne. Jamais le fret maritime n'a eu autant de succès. Mais si les infrastructures de ce canal ne se modernisent pas, la marine marchande est prête à s'en détourner. Pour réussir ce tournant crucial, une armée d'hommes et de machines est là pour veiller à ce qu'il reste compétitif. Des cargos hauts comme des immeubles doivent transporter des tonnes de marchandises dans les délais les plus courts. Chargés à bloc, ils entrent sur une voie navigable parmi les plus fréquentées au monde, le canal de Panama. Chaque année, 180 millions de tonnes de fret, des aliments aux hydrocarbures en passant par du matériel électronique, transitent par ce détroit artificiel. Coupant l'Amérique centrale en deux, le canal relie l'océan Atlantique au Pacifique. En à peine 10 heures de traversée, il évite au fret un long détour de 4 semaines au large de l'Amérique du Sud. Mais cette merveille du génie civil réussit également la prouesse de faire monter et descendre les navires sur une hauteur de 26 mètres. Ce méga passage construit par l'homme fonctionne grâce à un ingénieux système d'écluses et à une véritable division blindée. Sur 80 km, ils permettent aux bâtiments de traverser l'isthme de Panama en les élevant d'une hauteur équivalente à 8 étages. 2 couloirs pourvus chacun de 3 écluses étroites élèvent et abaissent les bâtiments dans les 2 sens de navigation. Les bateaux font route sur le tentaculaire lac Gatun avant de pénétrer dans un chenal appelé la Coupe Gaillard. Mais le canal, qui n'est pas qu'un simple raccourci, représente de vrais enjeux économiques. Les armateurs de ces monstres des mers paient jusqu'à 185 000 € la journée de passage. Aujourd'hui, cet ouvrage vieillissant doit relever son plus gros défi depuis sa création. Répondre aux exigences modernes du fret maritime. Le nombre de navires empruntant ce précieux raccourci a en effet explosé. De 1000 par an en 1914, il est passé à 14 000. Fréquents sont les retards et bouchons qui incitent les compagnies à se tourner vers son grand concurrent, le canal de Suez en Égypte. Plus large et profonde, cette autre voie navigable accueille dans un trafic plus dense des navires de tonnage supérieur. Si le canal de Panama veut rester compétitif, il doit donc accélérer et fluidifier son trafic comme jamais auparavant. Venant des 2 côtes opposées, 2 bâtiments géants foncent déjà vers l'étroit passage et s'apprêtent à mettre ces infrastructures à rude épreuve. En route vers le sud, jusqu'en Extrême-Orient, le capitaine du porte-container Metemersk, qui a levé l'ancre sur la côte est des États-Unis, a hâte de rejoindre le Pacifique. Long de 300 mètres, son bâtiment fait partie des Panamax, les poids lourds les plus imposants capables d'emprunter le canal. Côté Pacifique, le non moins colossal Kentucky Highway, chargé à bloc de voitures neuves, fait route vers les écluses du canal. Il transporte des véhicules japonais pour le marché automobile du sud des États-Unis. Mais sa hauteur, équivalente à un immeuble de 10 étages, le rend très difficile à manœuvrer. Au moindre problème, le trafic risque d'être bloqué sur des kilomètres. Pour couronner le tout, le canal doit relever un défi qui ne s'était pas présenté depuis 15 ans. Côté Atlantique, les équipes de techniciens ont prévu de remplacer ce soir-là une porte d'écluse de 360 tonnes. La grue flottante Titan
se chargera du tour de force. Mais pour installer la nouvelle porte, Titan devra bloquer la totalité du trafic sur toute la largeur du passage. Les opérations doivent être achevées en 4 heures maximum. Si les équipes se préparent à cette maintenance lourde, côté Atlantique, le Mété Maersk fonce droit vers le canal. Avec ses 6 étages de containers empilés sur 13 rangées, ce Goliath du fret maritime pèse pas moins de 51 000 tonnes. Une bête de somme, de taille à pousser dans ses derniers retranchements le réseau d'écluses pourtant ultra puissant qui l'attend. Chacun des 3 biefs s'étend sur plus de 300 mètres. C'est presque la longueur de la tour Eiffel couchée. Certains biefs sont si profonds que 6 semi-remorques pourraient y être empilées et sont assez larges pour contenir près de 3000 autobus. Si à leur construction ces tronçons étaient les plus gros existants, des navires marchands comme le Mété Maersk les poussent aujourd'hui aux limites de leur capacité. Une fois dans le sas, notre porte-container ne disposera en effet que de 5 mètres d'espace à chaque extrémité et de 60 cm de chaque côté. La manœuvre revient quelque part à caser un hippopotame dans une baignoire. Il est hors de question que le géant approche seul. Il risquerait de heurter les murs bordant l'écluse et de froisser sa coque, ou bien il pourrait enfoncer une porte, ce qui causerait de coûteux dégâts. Aussi, les autorités du canal envoient-elles à bord des spécialistes chargés de positionner parfaitement le navire. 6 heures du matin, les pilotes d'élite du canal prennent la barre. Ils ont été formés pendant 8 ans avant d'être habilités à emprunter cette difficile voie navigable. Bienvenue au canal de Panama. Merci. Le capitaine Erik Christiansen a conduit sans problème ce porte-container sur 16 000 km depuis Hong Kong. Mais ici, même les vieux loups de mer doivent céder le contrôle. Oui, reçu. Pourtant, le Mété est trop volumineux pour un seul pilote. Je vérifie et je te rappelle. Il lui en faut 3. Avant sur le 14. Postés sur le côté, sur le pont et à la proue, les pilotes ne quittent pas un instant les bords de la coque. Raoul Feuillet est pilote à la proue. Notre boulot revient à faire entrer des monstres d'acier dans des petites boîtes en béton. C'est un exercice dangereux par définition. On commence par ralentir le navire. Curieusement, l'approche délicate de cette merveille d'ingénierie débute avec un simple canot. 2 hommes commencent par amarrer le navire au mur d'accès. Une fois le bâtiment immobilisé, on l'arrime solidement. À bord, des câbleurs remplacent les cordes d'amarrage par des câbles. La tâche est lourde. Il faut 4 hommes pour soulever un seul câble. Sans compter que le travail est dangereux. Oui, c'est très dangereux. En 2 secondes, on peut perdre un doigt ou un orteil. Il faut donc rester très concentré sur ce qu'on fait. Pour guider le Mété dans l'étroit chenal de béton, des machines musclées sont mises à contribution. Voici les puissantes et célèbres mules. Si ces motrices ont l'air de fourmis à côté du navire, elles développent une force impressionnante. Chacune peut tracter 32 tonnes. Mais avec ses 51 000 tonnes, le Mété est si lourd que 8 mules à plein régime peinent à le tirer sans qu'il risque de toucher les bords. Le passage se joue à quelques centimètres. Pour maîtriser la vitesse du navire, le pilote à la proue donne aux motrices l'ordre de tendre ou de relâcher leur câble. En gros, je joue avec des vecteurs, comme à l'école. Je demande qu'on lâche un peu de laisse d'un côté pendant qu'on resserre de l'autre.
force de patience, le Mété est casé dans son sas. Les écluses doivent maintenant montrer de quoi elles sont capables. Au fond du bief se joue une véritable éruption aquatique. 100 vannes laissent jaillir chacune un jet d'eau surpuissant. Sans la moindre pompe, 98 millions de litres d'eau passent du bief supérieur au sas du Mété. Les simples lois de la gravité déploient cette force colossale. L'effet est d'autant plus remarquable que le système a un siècle d'existence. Le canal de Panama a ouvert en 1914, après 34 années de travaux éreintants. 25 000 ouvriers ont perdu la vie sur ce chantier de forçat. Mais ce qu'ils ont bâti tient toujours solidement, y compris le barrage de Gatun. Car leur ouvrage a permis la création du lac Gatun, qui alimente l'intégralité du canal. Cette retenue se situant à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est aussi par gravité que l'eau afflue par les portes des écluses pour remplir les biefs et élever les navires. Une dernière mise à niveau et le Mété quitte le premier tronçon. Ces pilotes peuvent se détendre quelques instants. Mais à 80 km de là, un problème menace. Le canal s'apprête à laisser passer vers le nord un cargo chargé de voitures, le Kentucky Highway, un bâtiment plus délicat encore à manœuvrer que le Mété-Maersk. Toutes les machines du canal doivent fonctionner à la perfection pour ne pas perdre son contrôle. Car cette voie navigable, très fréquentée, ne tolère aucun accident. Le Kentucky Highway fait route vers les écluses côté Pacifique, où il est attendu tôt le lendemain matin. Dans son ventre, des centaines de voitures neuves et coûteuses attendent de rejoindre leur concessionnaire. Tenu par des délais serrés, l'armateur a payé le passage près de 150 000 €. La sûreté de l'équipage et de la précieuse cargaison est entre les mains des pilotes. Mais le Kentucky Highway doit avoir atteint la côte est des États-Unis avant 72 heures. Ce gigantesque parking flottant a heureusement été conçu pour tenir une vitesse de croisière. Avec une cargaison relativement légère, il a un faible tirant d'eau. Grâce à une moindre résistance sous-marine, il gagne considérablement en vitesse. Paradoxalement, sa hauteur et sa légèreté créent deux problèmes. Moins lourd, le bâtiment est plus difficile à gouverner. Plus grave encore, par mauvais temps, il devient beaucoup plus sensible aux roulis et risque de chavirer. Le Kentucky Highway aborde les écluses avant le lever du soleil. L'approche est aussi délicate que celle visant à poser un chasseur sur son porte-avions. L'équipe et les puissantes machines du canal sont prêtes à entrer en action. Mais le manque de contrôle du bâtiment se fait soudain sentir, sans que les motrices puissent y faire quoi que ce soit. Tandis qu'il heurte le rebord du quai, on entend hurler sa coque contre le béton. Par chance, le navire n'est pas gravement touché. Les pilotes n'ont pas le temps de s'attarder sur cette collision. D'autres bateaux attendent derrière et ils doivent caser rapidement le Kentucky dans son premier sas. Le navire doit traverser 3 biefs. Si le premier se situe au niveau de la mer, les eaux du canal sont 26 mètres au-dessus. Tandis que le jour s'apprête à se lever, le premier bief déverse ses torrents d'eau dans un impressionnant tour de force. Ainsi, le bâtiment monte-t-il de presque 3 étages en 8 minutes. Une fois le niveau d'eau atteint, on ouvre les portes avant et le Kentucky Highway s'ébranle.
Le processus est ensuite répété. 2 biefs sont franchis. Il en reste un. Au même moment, côté Atlantique, le canal doit relever un défi de taille. La nouvelle porte de 360 tonnes est prête à être installée. Pour mener à bien cette gigantesque opération, le canal doit utiliser une grue surpuissante. Place à Titan. On attend de cette grue flottante, haute de 23 étages, qu'elle réalise un exploit. Si ce type de maintenance prend habituellement 10 heures, Titan va essayer de battre un record en bouclant le travail en 4 heures. Si court soit ce délai, il empêchera tout de même le passage de 6 navires, créant pour le canal un manque à gagner de 200 000 €. La grue porte bien son nom. L'entreprise est titanesque. Les portes sont démontées, réparées et remplacées seulement une fois tous les 15 ans. À la moindre négligence, l'étanchéité risque de ne pas être totale et les biefs de ne pas se remplir convenablement. En conséquence de quoi, tout le canal serait immobilisé le temps de réparations longues et coûteuses. L'opération est loin d'être évidente. Titan doit poser la porte sur 2 charnières étroites. La première située sous l'eau et la seconde à l'air libre. À cela s'ajoute le gigantisme de cet élément qui culmine à la hauteur d'un immeuble de 6 étages et pèse le poids de 3 Boeing 747. Avant que ne commence le balai de Titan au-dessus de l'eau, les plongeurs du canal s'assurent que tout est prêt sous la surface. Le plongeur en chef descend le premier. Il est suivi de peu par son acolyte, une caméra sous-marine motorisée. Tandis qu'en surface on surveille les opérations, le plongeur en chef vérifie l'huisserie métallique. Elle aussi doit être en parfait état pour assurer l'étanchéité du bief. Puis il descend au fond, s'assurer que la paumelle sous-marine est complètement dégagée. Des rochers et des débris pourraient en effet gêner l'installation. Tout est fin prêt. Si les plongeurs ont fait leur boulot, la caméra motorisée n'est jamais loin, au cas où. À 80 km de là, sur le versant pacifique du canal, le Kentucky Highway, qui a rejoint le dernier bief, se prépare à être libéré. Mais les mules ne contrôlent plus le navire, et dans de telles contraintes d'espace, le risque de collision est élevé. Tandis que le pilote reprend le contrôle du bâtiment, il réalise avec le capitaine qu'un gros problème menace. Le navire qui les côtoie sort de l'écluse au même moment. Et tous deux sont trop proches l'un de l'autre. À présent, un phénomène d'aspiration ramène les 2 bâtiments en arrière. S'ils entrent en collision, le Kentucky risque d'éventrer sa coque et de couler. Car il faut savoir que ces 2 navires déplacent assez d'eau pour remplir l'équivalent de 12 piscines olympiques. Ils laissent une impressionnante empreinte dans leur sillage. Au fur et à mesure qu'ils accélèrent, l'eau afflue sur leurs traces, créant des remous arrière assez forts pour subjuguer parfois la poussée des hélices et faire perdre le contrôle des bâtiments. À présent, la proue du 2e cargo dévie dangereusement vers la poupe du Kentucky Highway. Le Kentucky Highway se retrouve pris en sandwich entre le bâtiment qui se rapproche d'un côté et des navires qui mouillent de l'autre. Pour compliquer les choses, les remorqueurs qui n'ont pas eu le temps de se positionner sont incapables de lui prêter main forte. L'autre navire a beau s'efforcer de ralentir, sa proue tourne irrémédiablement vers le Kentucky. Le pilote du Kentucky donne l'ordre de faire machine avant.
Il n'y a plus qu'à attendre et espérer que la collision n'aura pas lieu. Il n'existe qu'un endroit sur le canal de Panama où les cargos géants se croisent aussi près, le lac Gatun. Le porte-container Mété-Maersk vient à peine d'y entrer. C'est la seule étendue assez large pour permettre un trafic à double sens. Mais si le lac est vaste, les ouvriers du canal ne peuvent garantir une profondeur suffisante que sur une bande étroite. Ici, les tournants sont si serrés que les navires sont forcés de naviguer sur ce qu'on appelle une route de collision. 20 à tribord. Le lac voit défiler un nombre record de porte-containers et la navigation sur ces eaux nécessite de hautes compétences. La visibilité est cruciale. Et aujourd'hui, il pleut. Au Panama, la saison des pluies dure 8 longs mois. Les précipitations torrentielles s'accompagnent parfois de brouillard à couper au couteau. C'est le pire cauchemar des pilotes. Tous les jours, il peut arriver n'importe quoi. Il est très difficile de prévoir le temps qu'il va faire ici. Mais il y a aussi un problème indépendant de la météo. Le pilote n'y voit rien. Le mété est si long et si chargé que tout ce qu'il voit en face, ce sont ses containers. Pour naviguer, le pilote se repère aux balises flottantes du lac. Habituellement, à cet endroit, il en voit 8. Mais aujourd'hui, la pluie ne lui permet d'en reconnaître que 3. Quand on ne voit plus les balises, on est désorienté. Même en se fiant seulement au radar, on ne sait plus où on est. Et ça fait assez peur. Aussi, le canal de Panama a-t-il pourvu ses navigateurs d'outils high-tech. Des ordinateurs portables équipés d'un système GPS et d'une base de données maritimes permettent de localiser avec précision le navire du pilote et les autres bâtiments empruntant le canal. À cet instant précis, Gerardo McNally s'aperçoit qu'un autre navire fonce sur eux. Dans d'autres eaux, l'équipage ne naviguerait jamais si près d'un autre bâtiment. Le risque de collision serait trop élevé. L'écart entre cargos se réduisant rapidement, le pilote doit être assez alerte pour mener de front plusieurs tâches. On écoute en permanence la météo marine pour savoir ce qui nous attend plus loin, si la visibilité s'améliore ou se dégrade. Il faut qu'on soit capable d'anticiper nos manœuvres d'après les caprices de la météo. On a donc toujours une oreille sur la radio. Maintenez le cap. Ça donne quoi? 1, 2, 6. Alors 1, 2, 8. À tout instant, la situation peut basculer. Ces deux porte-containers vont se croiser au pire endroit qui soit. Un virage, pour ainsi dire, en épingle. Augmentez de 10 nœuds et maintenez le cap. Le pilote accélère le mété pour mieux le contrôler et négocier plus rapidement le tournant. J'essaie de me tenir à distance de lui en prenant repère sur les balises flottantes. Je ne dois me rapprocher ni d'elle ni de lui, mais rester bien au milieu. Tout le monde observe anxieusement. Les deux pilotes sont gênés par de larges angles morts. Le pilote du mété ne voit l'autre navire que lorsqu'il est à quelques dizaines de mètres. C'est un peu comme voir se croiser deux semi-remorques à quelques dizaines de centimètres de distance. Pourtant, ça passe. L'équipage ne voit pour l'instant aucun signe d'amélioration. Au contraire, la pluie redouble d'intensité. Je confirme qu'il n'y a aucune visibilité ici à Gatun. À vous? Lorsque la visibilité devient nulle, le trafic doit s'arrêter. Même avec l'aide virtuelle d'un système GPS, toute navigation devient impossible. L'attente d'une amélioration des conditions pourrait bien durer toute la nuit. La pluie a d'ores et déjà retardé le Mété-Maersk et compromis ses délais de livraison.
Mais les autorités du canal ne peuvent pas se permettre de le faire patienter davantage. Son armateur est un gros client et elles ont promis son passage avant la nuit. En espérant de bonnes nouvelles, le pilote appelle par radio un navire à plusieurs milles nautiques de vent. Dites-moi, ça empire ou ça s'améliore chez vous? Pour moi, ça empire. C'était beaucoup plus clair à San Pablo. Par contre, j'ai l'impression que ça se lève tout doucement d'est en ouest. Ok, bien reçu. On peut donc s'attendre à de meilleures conditions malgré le fait que vous me dites que ça a empiré? Le méandre le plus étroit et le plus difficile à négocier approche rapidement. Les pilotes doivent espérer le meilleur en s'attendant au pire. Le chenal, reliant le lac Gatun aux écluses côté Pacifique, s'appelle la Coupe Gaillard. Il a de quoi intimider les navigateurs les plus expérimentés. Cette passe très étroite comporte en effet de nombreux rétrécissements et virages serrés. Ces rives, comme le fond, se composent de roches. Une fausse manœuvre d'un navire et sa coque risque de s'éventrer. C'est ce qui est arrivé à ce transporteur de vrac en 2001. Il a raclé le fond du canal, créant à bord une voie d'eau qui l'a partiellement coulée. Ouverte à coups d'explosifs à travers l'isthme de Panama, cette coupe Gaillard repose sur deux plaques tectoniques. L'activité géologique permanente qui y sévit rend ces rochers particulièrement instables. En conséquence, plusieurs centaines de millions de tonnes de terre en surface s'effondrent tous les ans dans le chenal. Le seul moyen de maintenir la voie navigable est de la draguer à l'aide du plus gros engin de terrassement sous-marin. Voici Barou, le duo-maître de la démolition. Il se compose d'une barge de forage parmi les plus modernes et puissantes qui soient. Et de Christensen, la plus grande drague de chenal au monde. Ensemble, leurs équipes ont dragué plus de débris de minéraux que les constructeurs du canal n'en ont creusé. Aujourd'hui, leur mission consiste à agrandir le canal et à le rendre plus sûr. L'objectif, le préparer pour la prochaine génération de super navires. Des porte-containers comme le Savannah Express sont en effet 30 mètres plus longs et 9 mètres plus larges que le Mété-Maersk. Une catégorie de bâtiments qui ne cesse d'augmenter son gabarit. Parmi nos clients, nous avons de plus en plus de Super Panamax. Des navires géants qui, pour le moment, n'entrent pas dans le canal. Si nous tardons à nous adapter, c'est tout un marché que nous perdrons. Panama perd déjà des clients au profit du canal de Suez, l'autre raccourci reliant l'Asie à la côte est des États-Unis. Si la route est plus longue, le canal de Suez est plus volumineux et paraît-il moins cher à emprunter. Ainsi, le canal de Panama dévoile-t-il son objectif le plus ambitieux depuis sa construction, un projet d'agrandissement estimé à 3,7 milliards d'euros. Sa particularité la plus impressionnante, un troisième système d'écluses dont chaque bief, 120 mètres plus long, retiendra 2 fois plus d'eau. Des travaux qui permettront de doubler la capacité du canal. Mais ceci implique d'élargir la coupe Gaillard, non seulement pour les super bâtiments d'aujourd'hui, mais aussi pour la flotte à venir. Ainsi, le projet se divise-t-il en 3 étapes. D'abord, redresser les berges, puis creuser en profondeur, et enfin, élargir la voie navigable. Pour redresser un tracé, la méthode est radicale. C'est à coup d'explosifs qu'on fait table rase des escarpements. Mais une partie du terrain se compose de roches compactes.
L'étape numéro 2 consiste donc à creuser le canal en profondeur. Pour cela, il y a Barrow. Vieille de seulement 3 mois, cette barge foreuse high-tech fait la fierté du canal. Sa seule plateforme a la superficie de 2 terrains de basket. Grâce à ses 10 étages de hauteur, ces forêts peuvent plonger jusqu'à 28 mètres. Ce jour-là, la mission sous-marine de Barrow consiste à placer des explosifs à 13 mètres de profondeur et à les déclencher. Afin d'honorer la demande croissante en passage de supercargo, le canal compte sur Barrow pour lui ouvrir la voie au sens propre. Voyons ce qui se passe sous la surface. Les trépans descendent jusqu'à ce qu'ils touchent le fond. Se livre alors un combat entre métal lourd et roche. Les trépans creusent des trous de 9 mètres de profondeur. Reste à y introduire les explosifs. Chacune de ces saucisses jaunes contient 3 kilos d'un mélange détonnant. Mais l'équipe doit placer 63 kilos dans chaque trou. Une tâche à haut risque. La sécurité est très importante dans ce travail. On connaît les dangers de ce boulot, alors on essaie d'être le plus attentif possible à ce qu'on fait. Après qu'on les ait reliés au fil du détonateur, les explosifs descendent au fond. Un cube flottant en polystyrène marque l'aplomb de chaque trou. Pour l'explosion gigantesque d'aujourd'hui, 40 trous ont été percés et bardés d'1,5 tonne d'explosifs. Il est temps de déguerpir. Le Barrow et toute personne à la surface de l'eau n'ont que 5 minutes pour se mettre à l'abri. La détonation sera déclenchée pile entre le passage de 2 navires. Tout bâtiment se trouvant à moins de 600 mètres pourrait être touché par des projections de débris. 3, 2, 1... Au fond, 2500 mètres cubes de roche viennent d'être pulvérisés. Étape numéro 3, élargir le canal. C'est au tour de la partenaire de Barrow d'entrer en action, la drague Christensen. Avec ses 3800 tonnes, cette machine aux allures jurassiques est le plus gros engin de terrassement du monde. Son signe particulier, une tête capable de supporter le poids de 8 autobus. « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle creuse le fond de la brèche, poursuivant ainsi le travail d'un siècle de dragage. Pete Marotta en est le capitaine. Si on arrêtait de draguer, dans 2 ans maxi, on n'aurait plus assez de niveau pour les monstres qui passent actuellement. Si terre et vase ne posent aucun problème à la gueule vorace de Christensen, il y a tout de même un régime dont elle se passerait bien. Les explosions orchestrées par Barrow créent souvent des débris rocheux trop gros pour elle. Mais abandonner de tels blocs dans les eaux tumultueuses du chenal, c'est risquer d'éventrer la coque d'un navire. Aussi l'équipe doit-elle les concasser. Un travail qui prend pour elle une tournure récréative. Tandis que la griffe maintient le bloc, les ouvriers forent au milieu. Puis, le contremaître insère prudemment 3 carottes d'explosifs qu'il fait glisser au fond du trou. Après quoi, le rocher est maintenu juste sous la surface de l'eau. Et le voilà réduit en fragments. La coupe Gaillard est prête à accueillir le Kentucky Highway.
Mais aux écluses côté Pacifique, celui-ci n'est pas prêt d'y entrer. Car notre transporteur de voitures se trouve sur une route de collision avec un autre navire. S'escrimant déjà à le faire avancer, son pilote avertit par radio ceux du bâtiment qui entravent sa route. Je ne savais pas que vous alliez nous doubler. On n'a pas voulu vous doubler. On va même trop lentement. Si vous voulez, on stoppe les machines. Non, non, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui stoppe. L'autre navire s'arrête. La poupe du Kentucky est enfin hors d'atteinte. Mais on l'a échappé belle. Ce pilote a terminé son quart. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Un deuxième pilote prend la relève à la barre. Son rôle, guider le transporteur du véhicule à travers le chenal le plus retors qui soit. La coupe Gaillard, droit devant. Sur le lac Gatun, la pluie ne cesse de tomber et la visibilité est toujours très réduite. Le porte-container Métémersk navigue en plein coton. Voilà 8 heures exténuantes que son pilote en chef est de quart. Il doit à présent passer le contrôle au dernier pilote. Le GPS l'avertit que le Mété croisera la route d'un autre porte-container avant d'entrer dans la coupe Gaillard. 1,05. C'est en expert que le pilote dépasse. Le Mété arrive enfin au bout du lac Gatun. Juste en face, la coupe Gaillard. Mais le mauvais temps lui a fait prendre du retard. Même si tout se passait désormais sans encombre, le navire risque d'en avoir pour toute la nuit. Pour compliquer les choses, à l'autre extrémité, le Kentucky Highway fait son entrée dans le chenal. Il a payé une prime pour pouvoir traverser plus rapidement. Malheureusement, ce transporteur de véhicules s'avère plus difficile à barrer dans la coupe qu'à travers les écluses. Dans les boucles serrées, la proue a l'air parfaitement stable. Mais la poupe dévie beaucoup trop et penche. Le Kentucky s'apprête à négocier un premier virage difficile. On passe notre temps à s'inquiéter. Il faut toujours garder l'œil ouvert, en particulier avec les transporteurs de voitures. Javier de Orbegozo est pilote sur le canal depuis 16 ans. Ses ordres ont force de loi et il faut que ça passe. Si à l'arrière le navire penche, son pilote n'a pas le temps de s'en préoccuper. Il doit se concentrer sur la route à suivre et compte sur son instinct pour que la poupe suive sans dévier. Le Kentucky Highway passe avec succès le premier tournant, ainsi que les 3 suivants. Au bout de la coupe, un dernier test l'attend. Il va devoir se faufiler entre Barou et Christensen avec à peine 45 mètres de marge. Tout fonctionne à merveille. C'est ici que finit la coupe et que commence le lac. Mais il reste la moitié du trajet à parcourir et le jour baisse rapidement. Aux écluses côté Atlantique, la puissante grue flottante Titan est à l'œuvre. Elle lève une porte d'écluse remise à neuf et prête à être posée. Son équipe d'ouvriers met les bouchées doubles. Les autorités du canal exigent que la voie soit libre pour minuit afin d'éviter tout embouteillage supplémentaire et coûteux. Mais chaque étape requiert une extrême précision. Et les ouvriers ne peuvent se presser outre mesure.
Au moindre faux pas, la porte risque de céder au passage d'un bâtiment, ce qui aurait pour effet de bloquer dramatiquement le trafic. Étape numéro 1, descendre la porte. Deuxième étape, Titan doit insérer la porte dans sa pommelle sous-marine. Son puissant palan hydraulique l'amène à l'aplomb du premier point d'ancrage. Le contremaître pourrait se repérer au monitoring sous-marin pour s'assurer du bon positionnement. Mais son instinct lui dit que Titan a fait mouche du premier coup. L'équipe passe à l'étape numéro 3, qui consiste à hisser la porte sur sa pommelle supérieure. La grue doit la mettre parfaitement à niveau pour qu'elle s'insère correctement. Ici, tout se joue au demi-millimètre. Mais comment arriver à une telle précision avec un élément aussi colossal? L'équipe a bien essayé le GPS, le laser et autres joujoux high-tech. Eh bien, croyez-le ou non, l'outil le plus fiable ici est un simple niveau à 2 €. Le contremaître vérifie l'aplomb. Tout semble parfait. Il donne l'ordre à Titan de descendre la porte. Premier essai. Pas tout à fait. Pourtant, le contremaître estime que Titan doit tenter le tout pour le tout. Soudain, il ordonne de stopper la manœuvre. La porte vient à peine d'effleurer le mur de l'écluse. Mais cela a suffi pour désagréger une partie du béton. L'équipe se demande si la porte était réellement à l'aplomb. Heureusement, un plongeur est prêt à intervenir. Sa caméra sous-marine prend le relais. Au fond, l'image prouve que Titan a visé juste. La porte repose sur sa charnière inférieure. Il y a cependant une mauvaise nouvelle. L'effleurement du mur a effrité plus de béton qu'on ne pensait. Plus ennuyeux, ce bloc repose pile à l'endroit où la porte doit s'appuyer. Le problème attendra. Pour le contremaître, l'urgence consiste à rester concentré pour ancrer la porte sur sa deuxième articulation. Mais ce contretemps contrarie le contremaître. Une manœuvre qui ne devait prendre qu'une demi-heure en demandera d'ores et déjà le double, et la porte n'est toujours pas en place. Les visages sont tendus, les navires approchent rapidement. De mémoire d'ouvrier, c'est la première fois que Titan voit l'alignement d'une porte lui résister à ce point. Les opérations ont pris du retard. Si Titan ne rattrape pas le temps perdu, les bouchons vont s'accumuler sur les deux océans. Dans la redoutable coupe Gaillard du canal de Panama, une surprise agréable attend le Mété Maersk. La pluie a enfin cessé. Mais le mauvais temps a d'ores et déjà retardé sa route. Et son pilote n'a aucun moyen d'accélérer. La seule vitesse sûre dans cette passe plafonne à un frustrant 15 km/h. Il prend les tournants prudemment et reste attentif au fond rocheux qui pourrait déchirer sa coque. Mais nos deux acolytes de la démolition ont fait du bon boulot. Le Mété passe sans la moindre éraflure. Son passage sous ce pont centenaire symbolise une chose. Le Mété Maersk a franchi avec succès la coupe Gaillard. Reste à passer les écluses de la côte Pacifique.
Mais le soleil se couche et traverser les biefs dans l'obscurité est une opération trop dangereuse. Pourtant, les autorités du canal décident de donner le feu vert à ce bâtiment attendu dans plusieurs ports internationaux. Aux écluses côté Atlantique, le soleil s'est déjà couché. Titan et son équipe se démènent pour installer une gigantesque porte. Le délai de 4 heures a expiré et les navires qui poursuivent leur route ne sont plus qu'à quelques minutes. Le trafic de la nuit repose entièrement sur le succès de la pose. Titan essaye une troisième fois de positionner la porte dans sa charnière supérieure, mais en vain. Une quatrième tentative et c'est joué. Pourtant, l'heure n'est pas à la fête. Il y a plus urgent. La grue flottante, haute de 23 étages, doit encore aligner les trous des pommelles pour y insérer leur axe. L'épreuve est de taille pour Titan, car une fois les trous alignés, elle doit maintenir la porte totalement immobile. Le jeu est presque imperceptible. L'axe glisse à l'intérieur, mais un peu plus loin, sa course est freinée. Le problème, ces repères à la craie, qui doivent être parfaitement alignés, se retrouvent décalés de 7 bons centimètres. Pour le résoudre, ces ouvriers doivent tourner l'axe qui pèse 230 kg. Autrement dit, c'est un défi de titan qui leur est lancé. Mais leurs efforts sont couronnés de succès. L'axe est entré sur toute sa longueur. Les équipes fixent le cric hydraulique qui permettra d'ouvrir et de refermer la porte. Puis les soudeurs prennent le relais. Après 4h30 d'un travail harassant, la porte de 360 tonnes est enfin installée. Reste à vérifier qu'elle tient seule. La griffe de Titan relâche son étreinte. Victoire. La porte est stable et solidement ancrée. Mais une question cruciale subsiste. Fonctionne-t-elle ? La réponse est oui. Elle écrase de son poids colossal le fond sous-marin en béton. À compter de cette nuit, plus une goutte d'eau ne filtrera à la fermeture du bief. Titan tire sa révérence et quitte la scène. De son côté, le Kentucky Highway aborde les écluses de la côte atlantique sans la moindre éraflure. Deux biefs plus bas, il franchit un dernier seuil et reprend sa route maritime vers sa destination. Le canal lui a épargné 4 semaines supplémentaires de voyage. Aux écluses côté Pacifique, le Métémersk s'apprête lui aussi à reprendre le large. Pour les équipes, sa sortie du canal marque un événement de taille. Leurs énormes engins viennent de réussir le passage de presque 2 fois plus de porte-containers qu'ils n'ont pu le faire jusque-là. Le record a de quoi être symbolique. En tout, ce sont 3 victoires à marquer d'un saut pour ce canal du 19e siècle qui travaille d'arrache-pied pour répondre aux exigences de la navigation moderne. Demain, un nouveau type de flotte empruntera cette mythique voie navigable. Toute l'équipe du canal et ses puissantes machines seront alors fin prêtes à l'accueillir.